Bien, merci tout le monde d'être là pour le dernier talk de la matinée, où on va vous parler de DevOps mobile. Alors rapidement, qui nous sommes? Lui c'est Cédric, moi c'est Florian. On vient de Tours. Cédric fait beaucoup de dev iOS. Moi je fais du dev Android et pas du tout de dev iOS parce que j'ai pas de Mac, mais c'est pas très grave. On est tous les deux dans une petite boîte qu'on a montée, qui est un petit studio dev qui s'appelle CodeTroopers. Et voilà. Mais ce qui vous intéresse, c'est pourquoi on est là et pourquoi on a décidé de parler de DevOps, mobile surtout. Eh bien, parce qu'initialement, on s'est rencontrés il y a très longtemps, on a travaillé beaucoup ensemble et on a beaucoup travaillé dans le monde Java. On était dans une startup où on avait un gros truc J2E avec plein de choses, mais un truc qu'on appréciait, c'est qu'on était dans un environnement bien outillé. On était capable de livrer notre produit, en gros, le vendredi soir, à 18h. S'il fallait livrer, c'était certainement pas une contrainte. On faisait 2 clics et on allait prendre une bière et tout se passait bien. Et un jour, on a eu une idée un petit peu bizarre, c'est de se lancer dans le dev mobile. Et là, exactement Denis. Et là, le dev mobile, ça a un petit peu changé notre vie. Au moment des premières releases, des premières mises en prod, on va dire qu'on s'en y est plutôt pris le lundi matin que le vendredi soir pour réussir à déployer nos apps. On est vraiment tombé face à beaucoup de contraintes. La principale, c'était de passer par les interfaces propriétaires de Google et d'Apple pour livrer les apps. Donc des interfaces web qui changent souvent, qui ont environ une cinquantaine de formulaires à préconfigurer, configurer, valider une cinquième fois. Une fois qu'on a pris l'habitude de ces apps, on peut dire que de ces IHM, on peut dire qu'on s'en sort, mais en fait pas vraiment, parce que nous, on travaille aussi souvent de chez nous. Donc livrer un APK ou un IPA qui fait 50 mégas quand on est au taf, qu'on a la fibre, ok, c'est pas un souci. Quand il faut le faire justement le vendredi soir de chez soi, où en fait on est sur une connexion ADSL qui merdouille un petit peu, du coup l'upload il faut le retenter 3 fois. Au final on est parti sur une mise en prod qui va durer jusqu'à minuit. Donc en gros, on s'est dit que si on allait continuer dans l'univers du mobile, il fallait forcément qu'on essaie de retravailler ce truc-là. Et donc on ne pouvait pas continuer à faire nos livraisons uniquement en se basant sur ce qu'on avait à ce moment-là, c'est-à-dire les interfaces des stores. Du coup, je ne sais pas si vous m'entendez, ouais, c'est bon. Du coup, on a essayé de trouver un peu une site d'objectifs qu'on pouvait se fixer. Donc, comme disait Florian, dans ce qu'on faisait avant, c'était souvent livré depuis notre canapé sans se poser trop de questions. Donc, avec notre téléphone, on balançait un build ou alors devant une bière parce qu'en fait, on a oublié de cliquer avant de partir à la bière parce qu'on était un peu pressé d'aller prendre une bière. Un genre de choses comme ça. Donc on voulait avoir ce genre de confort-là, et au passage, un autre truc qu'on voulait réussir à faire, c'était un peu réussir ces tricks-là au baby, parce qu'on aime bien faire du baby-foot, et du coup, on s'entraîne, mais on n'est encore pas tout à fait sur le truc, c'est pas si simple que ça, quoi. Donc avant de chercher à outiller, on essaie de savoir un peu comment on fait normalement quand on arrive sur un produit mobile. En fait, côté iOS, parce qu'il faut bien commencer par le côté qui fâche, ça ressemble à peu près à tous les projets. Finalement, on fait un checkout, il nous faut un IDE. Bon, spécificité iOS, c'est que il faut la bonne version de Xcode, et si c'est pas la dernière, c'est un peu pénible à retrouver. Mais au final, on s'en sort. Il y a pas mal d'étapes. On est plutôt content quand on y arrive. Du coup, côté Android, comment toi? Côté Android, en gros, c'est la même chose. De toute façon, il faut check-outer le projet, il faut gérer plein de trucs. Ce qui est chiant, c'est d'avoir la bonne version du SDK, changeant assez régulièrement. Il y a une étape obligatoire, c'est la création du Keystore pour réussir à signer l'APK, qui, même ça, du coup, est en train de changer, où ça va bientôt pouvoir se faire uniquement sur le côté du store. Mais globalement, de toute façon, c'est les mêmes étapes. Et dans l'absolu, ça ressemble un petit peu à ce qu'on peut faire aussi sur du dev backend, où au final, on fait tout à la main. Si on est un mec assez performant, on a 3 bras, 4, 5 ou 6, on s'en fiche. C'est un truc, on peut s'en sortir. Mais nous, on a vraiment dit que c'est un truc sur lequel on ne s'en contenterait pas, parce que de toute façon, il peut y avoir tout un tas d'imprévus. Comme par exemple, j'ai aquaponé, ça peut arriver. J'ai Babi, ça arrive beaucoup. Ou le truc, pas de chance, j'ai cramé ma machine. Et donc, en fait, mon environnement de build qui marchait, il ne marche plus du tout. Donc, il faut tout recommencer. Et là, c'est un peu la galère.
Donc avant d'essayer de comprendre à outiller, on s'est posé la question, mais comment on peut essayer de découper le bazar? Parce que mine de rien, il y avait pas mal d'étapes à mettre en place. Il y a pas mal de trucs qu'on s'est outillé, parce que faire un checkout tout seul, ça je pense que vous savez tous le faire. Après, générer un key store ou installer des certificats Apple, là c'est un peu moins fun. Donc, on a découpé en 2 phases. Globalement, on va construire un livrable. Et après, on le déploiera, on parlera du déploiement après. Du coup, Florian, côté Android, tu le gères comment, toi? En fait, la façon facile, c'est Android Studio. Android Studio, vu que c'est l'outil de build et l'outil de dev qui nous permet de créer nos apps, il y a directement dans l'interface, donc on prend notre petite souris, on parcourt dans tous les menus, on cherche, créer notre APK, puis après on a une boîte de dialogue, on rentre un password, on rentre un deuxième password, on ne sait pas trop pourquoi, puis en fait on rentre un troisième parce que comme ça on enregistre le password master dans IntelliJ et on sauvegarde tout, c'est génial. Et puis à la fin on a une pop-up, on a notre répertoire, on a notre APK release qui va bien et qu'on va pouvoir gentiment glisser, déposer sur le store, qui ne marchera pas parce qu'on est en LSL. Donc ça c'est la version, on va dire, gentillette, mais en fait moi, les clics sur les interfaces, ça me passionne pas trop. Du coup en fait on va plutôt essayer de gratter un petit peu et passer par un vrai outil de build. Le vrai outil de build qu'on utilise dans le monde Android, c'est Gradle. C'est au final ce que Android Studio utilise pour générer son petit APK. Et avec Gradle, il y a une tâche à savoir. Bon, c'est l'équivalent du help, c'est le Gradle task, qui nous permet de lister toutes les targets qu'on va avoir dans notre projet. Et là, dans tout ce tas de targets, il y en a une qui devrait nous intéresser un petit peu, qu'on va avoir du mal à voir. C'est celle qui s'appelle Assemble Release. Et donc c'est celle qui va nous permettre de générer notre APK qu'on a vu tout à l'heure dans notre Finder. Du coup, Assemble Release, ça peut aussi être suffixé de plein d'un tas de choses en fonction de votre configuration et du nombre de flavors et de release type que vous avez configuré. Mais globalement, si on veut utiliser Gradle en ligne de commande pour réussir à builder notre APK, il suffit juste de modifier un petit peu notre fichier de build pour mettre dans notre fichier de build justement ce qu'on avait dans notre pop-up tout à l'heure, notre fichier keystore et puis nos 2 mots de passe identiques ou différents. On sait toujours pas très bien. Voilà. Mais donc avec ça, maintenant je suis capable de builder mon APK en ligne de commande. Et là déjà je me rapproche de quelque chose d'un peu plus back-end ou en tout cas quelque chose de facilement reproductible. Et on va avoir une troisième solution que moi je vais bien aimer. C'est passer par Jenkins. En fait, c'est pas vraiment passé par Jenkins, on va utiliser un petit plugin Gradle dans Jenkins, donc ça équivaut à la méthode juste précédente de réussir à builder notre APK avec Gradle. Du coup, côté iOS, on aime bien le clic-clic quand même, parce qu'on a des touchpads qui marchent bien, alors du coup on aime beaucoup les utiliser. Alors, par contre, la première fois qu'on sert d'Xcode et qu'on veut réussir à livrer un binaire, il faut comprendre un peu la logique du je build pas vers un simulateur pour pas avoir le simulateur dans mon binaire, et puis après je l'archive, parce qu'en fait c'est ça qui veut dire je construis mon binaire release. Pourquoi pas. Noterez qu'il y a une vraie allergie au raccourci clavier aussi, parce qu'en fait il n'y a même pas de raccourci clavier pour archive. Ça aurait pu être cool en fait d'avoir un truc en raccourci clavier, mais non, en fait ça sert à rien. Après il y a une autre solution quand même, c'est qu'on peut utiliser Xcode Build. Alors ça c'est un help de Xcode Build. On peut le faire à la main si on veut, mais finalement, clic-clic, c'est pas une si mauvaise solution, parce que ça, moi, je n'ai pas envie. On lit pas grand-chose, mais on voit que c'est un peu cryptique. Ça rend le truc peut-être limite encore plus flippant comme ça. Et la troisième solution qui est pas mal, c'est qu'il y a quand même un plugin Jenkins pour Xcode. Il arrive avec son lot de petits soucis. C'est que, déjà, il faut un host OS X ou une machine virtuelle qui tournerait peut-être pas sur Mac. Mais bon, on a le droit, mais enfin pas le droit, mais on peut le faire. Mais après, il y a toute la partie keychain, tous ces trucs-là qui sont un peu pénibles à gérer. Mais au final, c'est possible. Une fois qu'on a compris comment configurer un job, on peut dupliquer le job. Donc du coup, après, c'est bon, on peut en faire d'autres. Bon, faut passer quelques jours, mais on y arrive, quoi. Là, normalement, on est pas mal, parce que du coup, on a réussi à builder notre truc. D'une façon ou d'une autre, on a un binaire qu'on va être capable de, normalement, publier. Après, il faut quand même le pousser au client. Du coup, j'avais encore repassé la parole à Florian pour savoir comment on fait côté Android, parce que c'est assez rigolo. En gros, c'est moi qui commence et toi tu fais le truc facile. Ouais, c'est ça. Donc ça, on l'a vu de toute façon tout à l'heure, pour la publication, ça se passe par les interfaces du Play Store, du Google Play, je m'en fiche du nom. En plus, l'interface qui change plus ou moins régulièrement. Ça, c'est la nouvelle version où quand on upload, après, on a une deuxième page de formulaire où il faut dire OK à ce que je viens de faire.
comprends pas trop. Mais donc ça, c'est la partie que moi, je veux pas faire parce que j'en ai marre. On va avoir une petite chance, c'est que Google, ils connaissent un petit peu les devs et ils savent qu'il y a des trucs utiles, genre des API. Et donc, on va sûrement pouvoir utiliser les API. Et c'est ce que plein de mecs ont déjà fait. Donc, en se basant sur les API du Play Store, qui permettent de faire tout un tas de choses, pas forcément tout, mais un tas de choses qui va pouvoir nous intéresser. On va avoir des plugins Gradle, vu que Gradle, c'est un outil de build qui est facilement extensible avec des plugins. On va pouvoir rajouter des tâches dans notre phase de build. Et puis après, il y a tout un tas d'autres solutions. En gros, il y a des mecs qui aiment bien se faire mal et puis faire une tâche NPM pour livrer. Ok, si tu veux. Après, du script Python, enfin, en gros, tout ce qu'on veut, tant qu'on est capable de faire un appel aux API, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Et on va avoir un dernier outil qui va sûrement être très intéressant, c'est Fastlane, qui va aussi se reposer sur les API Google, et on va essayer de le creuser un tout petit peu après. Du coup, côté iOS, comment ça se passe quand on fait une archive? En général, on attend pas mal parce que ça build, ça signe, ça pose des questions au milieu. Donc, il y a pareil, il y a la même notion du je fais des clics-clics. Je ne sais pas trop pourquoi je clique, mais je clique. Ça a l'air cool. Donc, normalement, on fait tout ça via le GUI. Si on veut, il y a une CLI aussi. Donc, il y a le chemin, mais on peut globalement pas le voir, quoi. Il est planqué un peu partout, l'outil ALTool, pour uploader l'IPA à la main si vraiment on a envie. Sachant qu'on a une chance sur 2 que la signature soit rejetée parce qu'en fait on a oublié un truc, mais on peut le faire à la main si on veut. Puis comme disait Florian, il y a un outil qui s'appelle Fastlane qui nous permet un peu de faciliter tous ces trucs-là, qu'on va justement essayer de vous montrer comment on peut l'utiliser. Donc Fastlane, voilà, on a fait un beau slide avec le logo, merci, bonsoir. C'est un ensemble d'outils en fait qui a été initié à la base par un mec, un peu tout seul, Félix Croze. Qui est en fait un petit peu un fou parce qu'il a reversé les API iTunes Connect à la main, il a regardé comment on faisait, puis il les a réécrits en Ruby. Donc en plus, il les a réécrits en Ruby, donc il est un peu fou, quoi. Toujours est-il que ce produit-là, du coup, il a été intégré à Fabric, puis après Fabric, ça avait été racheté par Twitter, et puis après Google a racheté Fabric. Donc du coup, maintenant, en fait, ce mec-là, c'est devenu un Googler qui principalement travaille sur un outil de gestion du build iOS et un peu Android. Comme on peut voir, il y a une partie qui est Android Tools, mais qui n'est pas très grande par rapport à tout le reste iOS Tools. Mais les principes, ils sont cool parce qu'ils nous permettent d'unifier un peu tous les process. C'est ça qu'on veut réussir à vous montrer, comment on a réussi à unifier la façon dans laquelle on build nos applis. Comment on va le mettre en place? C'est assez facile finalement, mais il y a quand même un mini coup de setup parce que forcément ce serait trop facile s'il y avait déjà la commande. Tu veux encore me faire installer un truc, toi? Non. Ok. Non. Quand on n'a pas de Mac, en fait, il faut déjà installer Ruby, parce que par défaut, c'est pas installé. Alors que sur les Mac, c'est facile. Je pense que le mec qui travaille sur Mac. Mais globalement, c'est juste une gemme à installer, donc installe Fastlane, et puis on devrait réussir à avoir super un tool en plus sur notre machine. Donc en gros, un truc, tu me fais réinstaller un truc en plus dès que ma machine crache. Ouais. Merci. Après, par contre, du coup, c'est quand même assez facile parce qu'on fait un Fastlane init. Et en fait, Fastlane init, il va faire deux choses. Soit c'est un nouveau projet tout vide et donc il va vous poser tout plein de questions du c'est quoi ton projet, etc. Il va s'initialiser. Soit il va découvrir que vous avez déjà un projet et donc il va essayer d'aller chercher les infos sur le store tout seul comme un grand. Donc il va être capable d'aller récupérer vos screenshots existants ou je sais pas, des choses comme ça, ou de la description par exemple, on en reviendra après. Mais il vous pose quelques questions et là on lit vraiment pas du tout ce qui est marqué, ça tombe bien, il y avait un autre client qu'il fallait pas voir, donc c'est pas plus mal. Et à la fin, quand il a terminé son truc, il génère des petites cibles test, release et test bêta et release pardon, qui vous permettent directement en fait de pousser votre appli en bêta. En gros, vous faites un Fastlane init sur un projet qui existe déjà, vous faites un Fastlane iOS bêta et normalement votre appli elle peut partir en bêta privée comme ça. Donc en gros, vous n'avez rien à faire, out of the box, ça fonctionne. Je suis où? Et là, voilà, la structure de projet, pardon, je voulais parler de ça et je l'ai oublié. En fait, ça vous génère de la magie, mais c'est que des fichiers à plat que vous pouvez modifier. Donc, en fait, l'idée, c'est que ça va vous générer un app file, un fast file, potentiellement un deliver file, un snap file. Après, il peut y avoir pas mal de petits fichiers en fonction du nombre d'outils. Et chacun de ces fichiers, en fait, ça va être en fait du Ruby à l'intérieur, potentiellement, ou des fichiers à plat, dans lesquels vous allez pouvoir décrire votre projet. Donc, il va tout deviner tout seul. On reviendra un peu sur le format plus tard. Et du coup, pour Android, en fait, ça va être quasiment la même chose. C'est un petit peu le but d'avoir un outil qui va réussir à gérer nos deux environnements. C'est qu'on va avoir un vocabulaire commun et on va pouvoir s'en sortir beaucoup plus facilement. Donc en gros, on a la même chose sur l'init qui va créer à peu près la même structure de fichiers.
à peu près les mêmes cibles. En gros, on a un deploy à la place d'un release, mais en fait, ça, on verra même que c'est pas important parce que le nom de la cible, elle est super facilement overridable. Juste des petits trucs à prendre en compte sur la partie Android. Vu qu'on utilise les API de Google, pour pouvoir les utiliser, il faut réussir à générer un service count. Donc en gros, c'est un compte Google, mais qui ne se log pas avec un login mot de passe, mais juste avec une clé. Donc il faut réussir à créer cette clé. Et globalement, ce n'est pas l'étape la plus simple. On passe par 4 ou 5 IHM différentes, juste pour réussir à télécharger un JSON. Donc c'est pas super pratique. Une fois qu'on l'a, on est vraiment content. On le garde dans un coin et on ne le perd pas. Et après, une fois qu'on a réussi à créer ce compte, il apparaît magiquement dans la console du Play Store. Et la console du Play Store est quand même bien faite au niveau de la gestion des droits. Et en gros, ça veut dire qu'on peut juste sur un projet, juste sur ce compte-là, donner le droit de publication en alpha ou alors en bêta ou alors en prod. On a vraiment une granularité qui nous permet vraiment de faire ce qu'on veut sur les droits. Et donc vraiment le problème que moi je rencontre souvent, c'est au niveau de la création de ce compte-là. Si jamais vous n'êtes pas le propriétaire du compte vraiment qui va s'occuper de hoster l'application, demandez à votre propriétaire d'avoir cette clé-là, c'est compliqué, parce qu'il n'y a que le propriétaire du compte qui peut générer le service account, et donc réussir à expliquer dans des termes pas forcément techniques à un mec qui n'est pas forcément technique, de se balader sur interface, c'est des interfaces, c'est des clics-clics. Voilà. Donc c'est vraiment une étape compliquée. Une fois qu'elle est résolue, ça fait un gros ouf de se dire je pourrais réussir à utiliser les API de façon tranquille. Du coup, je vais revenir un peu sur ce que fait Fastlane quand on initialise. On va parler du côté iOS, parce que moi j'aime bien parler un peu d'iOS quand même. Donc en fait, quand on initialise l'app, ce que ça va faire, c'est que ça va générer une lane en fait, qui s'appelle Produce, qui, elle, va s'occuper d'aller parler au store. Elle va être capable de produire une app, donc de construire une app sur le store. Donc en gros, le clic-clic du « ah oui, il faut que je crée une nouvelle app dans le store, il faut que je l'appelle comme ça, il faut qu'elle ait tel SKU, etc. » En fait, on peut l'automatiser avec un bout de... En fait, c'est du Ruby derrière, mais voilà, c'est juste du descriptif. On automatise ce truc-là, et ce qui est magique, comme je viens de dire, vu que c'est du Ruby, ça veut dire que si vous avez par exemple une appli qui serait dérivée avec une version premium et une freemium, des choses comme ça, vous pouvez changer le nom de l'appli facilement avec du Ruby, et vous avez le même fichier de script, les mêmes sources, vous pouvez tout gérer comme ça. Ça, c'est plutôt assez cool. Donc la notion de lane, comme on voit, c'est vraiment la lane d'exécution. Donc là, si je fais Fastlane Produce, en fait, ça va appeler cette lane-là, et ça va exécuter ce code-là. Donc ça va soit mettre à jour l'appli, soit la créer en fonction de si elle existe ou pas dans iTunes Connect. iTunes Connect qui est l'équivalent du Google Play Store, console, service, account, je ne sais pas quel mot on peut mettre derrière. Un autre truc assez cool, c'est qu'il y a, si vous avez déjà fait du dev iOS, les tests UI, enfin les tests c'est pas super génial en général, les tests UI pas vraiment très bien non plus, enfin c'est outillé mais ça marche pas top. Et les lancer, c'est un peu pénible d'avoir des simulateurs dans les bonnes langues, dans les bonnes versions d'iOS, etc. Enfin, il faut pas mal d'espace disque pour tout avoir et tout préparer. L'idée, c'est qu'il y a encore une lane qui nous permet facilement, via l'outil Scan, en fait, de lancer des tests vers une palette de devices large de l'iOS 8, l'iOS 11 si on veut, et on peut aller jusqu'à l'iPad Pro, là, celui qu'on ne peut pas mettre dans le sac à dos, enfin tous ces trucs-là. On peut tout gérer ça assez facilement et on le décrit encore une fois. Donc c'est très très simple à gérer. Et c'est une lane, donc on peut choisir aussi de l'exécuter ou pas en fonction de où on va. Après, dans les features qui nous intéressent plus, il y a celle qui nous permet de déployer en pré-prod, qui est finalement un peu l'objectif du sujet, qui est vraiment de je suis content, j'ai mon app, mais j'aimerais bien qu'elle parte toute seule. Comment on la fait partir toute seule? En fait, il y a toute une série d'étapes, la série d'étapes que j'ai mis au tout début là, sur le slide où il y avait tous les trucs à faire quand on faisait de l'iOS. Au final, avec les outils de Fastlane, on est capable de déployer en pré-prod, donc de gérer la signature avec les histoires de certificats qui sont assez fun, de compiler, d'uploader dans TestFlight. Et le truc qu'on oublie toujours en général quand on fait des releases manuellement, c'est une fois que c'est uploadé, on ne revient pas dans les sources pour mettre un +1 sur la version code et on ne le commit pas. Du coup, on ne sait pas trop quelle version on va livrer la fois d'après, donc des fois il y a des sauts de version, ou alors on utilise un timestamp, on fait des trucs bizarres pour réussir à s'en sortir. L'idée, c'est que là, on peut tout uniformiser comme vous le faites d'habitude avec vos projets Java Entreprise ou Spring ou n'importe, et où là, ça fonctionne tout seul parce que vous savez le faire. Là, au moins, c'est facile à faire alors qu'on n'a pas un Gradle qui nous sauverait la vie avec le côté iOS. Et enfin, le passage en production, en fait, il est juste super simple. C'est juste une toute petite instruction qui dit c'est bon, t'as le binaire, balance-le en prod. Après, il y a plein de petites options qu'on peut lui passer si on veut faire du gradual deployment, si on veut
en gros, ne pas publier automatiquement après la validation Apple, parce qu'il y a ce truc-là, la validation Apple. Toutes ces petites options-là qui sont customisables, là, on n'en présente que les grandes lignes. On ne va pas perdre trop de temps. Du coup, côté Android. Et côté Android, je vais avoir sûrement plein de trucs similaires. Il y a juste la partie création de l'app qu'on ne va pas pouvoir esquiver et on va être obligé de passer par le store. Mais on a une tâche similaire sur l'init de l'app où au final ça va nous faire un prompt où on va avoir 2 infos à remplir. Donc la clé JSON qu'on a réussi à récupérer, qu'on garde précieusement, et le package name qu'il utilise par défaut pour targeter l'app. Donc ça nous crée un petit fichier appfile qu'on a vu dans la racine du Fastlane. Et ces infos-là, elles sont modifiables de toute façon soit dans le fichier, à la main, soit après customisables en fonction des builds qu'on voudra faire. De toute façon, toutes les infos sont forcément customisables a posteriori dans les lines qu'on va pouvoir voir juste après. Donc même si on n'a pas l'init, on va pouvoir lancer des tests. Et là, ce qu'on va voir d'intéressant dans la description de la lane, c'est que en fait, on va retaper sur Gradle, donc l'outil de build initial. C'est ce qu'on utilise sur Android, ça marche très bien et de toute façon, il n'y a aucune raison de dériver. Donc en fait, dès qu'on va vouloir lancer des tests, on va se contenter de targeter la tâche Gradle qui va bien, test, et donc ça va nous faire tout ce qui va bien aller pour générer les rapports de test. Après, on a la partie pré-prod, où déjà, de toute façon, sur le monde Android, on a les cibles alpha, bêta sur le store, mais dans beaucoup de cas, et nous on l'a déjà fait souvent, on peut passer par des canaux de distribution alternatifs. Donc il y a Crashlytics, il y a OKApp, il y a plein de solutions. Pour ce faire, il suffit juste d'utiliser la tâche Gradle qu'on a vue tout au début, le assembly release, qui va nous permettre de gérer notre APK. Et après, en utilisant le module qui va bien, donc Crashlytics, qui est facilement configurable, là, en fait, je vais réussir à uploader mon APK sur Crashlytics et gérer ma pré-prod en interne ou pour le client comme je veux. Et pour la mise en production, donc, on a toujours la partie assembly release de Gradle qui nous permet de faire notre APK signé. Donc, de toute façon, ça, on n'y échappera jamais. Et après, on utilise un module Fastlane qui s'appelle Supply. En gros, Supply, c'est le module Fastlane qui est branché sur les API du Play Store. Et donc là, le module Supply, c'est bon, il balance l'APK sur le store. Du coup, si je fais directement dans mon projet, là, j'ai mon projet qui tourne plutôt pas mal. J'importe Fastlane, je fais un Fastlane init, et puis juste après, je fais un Fastlane deploy parce que j'ai envie de voir à peu près comment ça marche. On peut vite avoir une ou deux petites surprises si on ne configure pas plus. Ce qui est intéressant, c'est le truc au milieu qui s'appelle track production. Donc par défaut, Fastlane il est sympa. Il traque directement la production. Donc quand vous installez Fastlane dans votre projet, que vous commencez à faire un petit test, lui il est content et il l'upload directement en prod. Donc ça fait une petite surprise. Donc en fait là, on fait CTRL-C très vite. Et il s'arrête au milieu. Mais de toute façon, on avait un petit garde-fou, c'est qu'on le voit juste au-dessus sur les APK pass, il en a plusieurs. Et par défaut, il ne sait pas lequel prendre, donc il s'arrête quand même tout seul. Mais on n'était pas loin de la crise. Donc du coup, c'est bien, on a encore ajouté un outil. J'ai fait installer un outil à Florian parce qu'il ne l'avait pas sur son poste. Donc ça veut dire que tous les jours, quand je vais développer, ça va peut-être tout changer, ce qui est génial. En fait, pas vraiment. Pour les développeurs iOS, ça va changer un peu parce qu'on va décocher la case où tout le monde a crié waouh quand ils ont découvert le Automatically Managed Signing dans Xcode 8. C'était trop bien parce qu'il y avait la fin de la révocation de certificat. En fait, pas vraiment. Du coup, le truc à faire, c'est en gros le décocher. C'est ce que je vous conseille quand vous faites du Fastlane. Comme ça, vous n'avez pas de surprise. Et utiliser le binaire match qui va gérer les certificats pour vous. On reviendra après dessus pour vous expliquer un peu pourquoi et ce qu'il fait. Et l'idée, c'est qu'on le fait en read-only carrément parce qu'en fait, on ne va jamais aller modifier les certificats chez Apple. Nous, en tant que dev, ça marche bien. On n'a pas besoin, ça ne sert à rien. Et après, quand on fait du dev, globalement, on va faire un pomme R et on va lancer notre appli sur notre simulateur, notre device, peu importe. Mais globalement, dans le cycle de dev, ça ne change rien, quoi. J'ai juste Fastlane qui traîne, mais je ne m'en sers pas. C'est comme s'il n'était pas là. Je ne suis même pas obligé de l'installer au final, mais moi, j'ai Ruby. Mais du coup, côté Android, c'est la même chose. Au quotidien, je fais du Shift F10 ou Shift F9 si je veux débugger. Mais vu qu'il n'y a pas de bug, c'est pas un problème. Éventuellement, je clique sur la flèche verte, mais ça j'évite parce que ça me fait bouger ma souris. Mais donc, au quotidien, tout ce qu'on vient de vous raconter, ça sert à rien en fait, c'est ça?
En fait, au quotidien, pour le dev, non, mais par contre, il y a un endroit quand même qui est un peu central, c'est notre fameuse intégration continue, quoi. Nous, Fastlane, en fait, en vrai, on s'en sert pas sur nos postes de dev, on s'en sert via Jenkins. Bon, pourquoi Jenkins? C'est juste qu'on avait historiquement l'habitude de notre bon vieux Hudson, et puis on a quand même shifté vers Jenkins quand même, parce qu'il fallait le faire, puis on continue à tout livrer avec Jenkins. Donc en pratique, comment ça se passe? On a notre Jenkins, et après on a des slaves. Alors on a des slaves qui sont potentiellement pour Android avec des Docker et un petit prototype du accept licence automatiquement. En fait, il y a un truc marrant, c'est que Gradle il est capable d'installer le SDK tout seul, si vous avez déjà accepté la licence. Mais sauf que dans la CI, la licence, on ne peut pas faire yes la première fois, du coup ça marche jamais. Donc, en fait, il y a un petit SHA-1 qu'on a coupé parce que on ne sait pas si on a le droit de le mettre et ça ne tenait pas dans le slide aussi. Qu'on peut mettre dans 2 fichiers qui fait que du coup, on a accepté la licence. Donc en fait, c'est bon, Gradle, quand il va essayer d'installer le SDK, il va y arriver, il n'y aura pas de problème. Du coup, c'est assez pratique en CI, ce truc-là. Il est facile à trouver, il suffit de regarder le fichier que vous avez vous en local, et vous prenez la valeur et vous allez l'écrire et hop, c'est bon, ça marche partout. Donc on a ça, on a un jeu d'image Docker Android. On a aussi un Open Device Lab. On a essayé de prendre une photo pas trop moche, mais c'était quand même pas simple. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le principe de l'Open Device Lab. Vous pouvez voir ça comme un Fab Lab ou une chose comme ça. En fait, on a plein de devices, parce que forcément, on change régulièrement de téléphone. On récupère les téléphones de nos proches, etc., ou d'autres gens qui veulent s'en débarrasser plutôt que de les mettre à la poubelle, en fait. Nous, on les récupère, on les wipe et on essaie de garder une espèce d'homogénéité de version d'Android pour avoir les tests UI qui se lancent là-dessus. Et l'idée, c'est que c'est pas que pour nous, c'est un Open Device Lab, donc en gros, ça veut dire que n'importe qui peut nous envoyer un petit mail pour dire est-ce que je peux passer la journée, 2 jours chez vous pour venir tester mon app, mon site web sur plein de devices. Et nous, l'idée, c'est qu'on met à disposition aussi notre ferme de devices pour que les gens puissent s'en servir. Donc ça, c'est la partie Open Device Lab, et nous, on s'en sert en notre build Jenkins, comme ça, toute la journée, on voit les devices qui clignotent, qui tournent les écrans, qui font des trucs. C'est marrant, ça fait de l'animation. Quand on ne sait pas quoi faire, on les regarde, c'est cool. Et enfin, le dernier truc qu'on ne peut pas vraiment y couper, c'est que, comme je disais tout à l'heure, pour builder des applis iOS, il faut un OS X. Donc, du coup, on a un vieux MacBook Pro là, qu'on n'arrive pas à vendre d'ailleurs. Donc, si quelqu'un veut un MacBook Pro, on peut peut-être réussir à vous le vendre. Et sinon, on a des VM qui traînent. Mais bon, finalement, le MacBook Pro marche mieux que les VM. Donc, on build principalement sur lui, en fait, au final. Et après, du coup, là, c'est un peu l'environnement. On a un Jenkins, etc. Nous, ça se présente un peu comme ça en général. Nos pipelines de build. Donc on fait du multibranche pipeline. Et en fait, on a des jobs qui sont... on essaie d'avoir malin et de les avoir nommés pas trop mal. Donc déjà, on met des chiffres pour éviter que le passage en prod se retrouve au milieu de l'alpha et de la bêta, histoire d'éviter de cliquer sans faire exprès. Et en fait, on a nos jobs, en fait, ce qu'ils font, c'est juste qu'ils mergent. Ils mergent le master vers alpha, ils mergent alpha vers bêta, ils mergent bêta vers release. Et voilà, fini, point barre. Et du coup, après, c'est le multibranche qui fait le taf, avec juste une petite subtilité dans le Jenkins file où en fait, on se base sur le nom de la branche qu'on est en train de builder. Et à partir de là, on va lancer des lanes pour savoir si on part en alpha, si on fait une promotion vers bêta ou si on part en prod. C'est pas plus bête que ça, et en fait, ça marche plutôt pas mal parce que on a toutes nos branches qui jouent, on a les tests qui jouent, et au passage, sur certaines branches particulières, ça part en prod tout seul. Donc le coup, pour aller boire des bières le vendredi soir, c'est quand même pas mal. Du coup, on va regarder un peu plus en détail les lanes vraiment qui sont utilisées par Jenkins, parce que celles qui sont committées, c'est celles sur lesquelles il se base pour exécuter nos tâches. Donc déjà, on a le nom de la lane, comme j'ai dit tout à l'heure, on lui donne le nom qu'on veut. Le mieux, c'est comme quand on code, un truc parlant. Donc pour réussir à faire une release en alpha côté Android, toujours le fameux assemble release, ça on n'y change pas, et on va commencer à customiser un petit peu le supply. Donc pour le supply, le truc principal, c'est forcément le track alpha. Donc sur le track, on va avoir 3 options. De toute façon, c'est alpha, bêta et production. Donc on met alpha et avec le bon pass de l'APK qui va bien, le job Jenkins qui passe devrait réussir à balancer l'APK en alpha sur notre fichier store. Côté iOS, je ne vais pas vous redécrire la lane. En gros, c'est exactement la même chose que ce que je vous ai montré tout à l'heure. On fait les signatures, etc. Il y a toujours le petit prototype de... On n'oublie pas d'incrémenter le version de code et de le pousser, histoire de dire on ne se retrouve pas jeté un peu plus loin par l'iTunes Store qui dit « Mais non, en fait, je le connais déjà, ce binaire, tu as oublié un truc. » Le truc qui n'est jamais agréable quand on doit livrer relativement dans l'urgence. Pour la bêta, du coup, au final, il y a
très peu de modifications. Ça reste une lane où on décrit. Il y a un truc qui est assez cool et que pour l'instant Android ne fait pas encore, c'est qu'on peut avoir plusieurs groupes de bêta-testeurs externes. Et donc on peut les nommer, et donc on est capable de distribuer des versions différentes, par exemple, des applis en fonction de nos bêta-testeurs. Nous, sur certains de nos produits, il y a des produits qui sont ouverts à certains types de clients, et donc on a des groupes de bêta-testeurs en fonction du nom du package aussi. Donc on est capable de squeezer ce genre de choses et de générer un changelog, par exemple, aussi à partir des git commits. En général, on ne le fait pas parce qu'ils ne sont pas forcément très, très cool à voir pour le client dans TestFlight. La liste des commits, ça ne lui parle pas forcément génial, quoi. Et du coup, côté Android, maintenant qu'on est déjà sur le store, on n'a plus besoin de faire la génération de l'APK, parce que de toute façon, un APK, il peut être uploadé que de façon unique en fonction de sa version de code. Donc maintenant, ce qu'on veut faire, c'est juste manipuler l'APK qui est déjà sur le store pour le bouger. Donc l'option intéressante, là, c'est le skip upload APK, qui va dire qu'en fait, il fait comme s'il uploadait toutes les infos, mais sans l'APK. Un petit peu bizarre, mais c'est pas grave. Et donc, en fait, je lui dis juste que je pars de la branche alpha et je veux aller vers la branche bêta. Donc en gros, je fais une opération de alpha to bêta. Ça paraît assez simple. Donc si je veux même faire alpha to production, je pourrais, mais en fait, ma tâche de mise en prod, c'est plutôt du bêta to prod, et donc je passe de bêta vers production, avec toujours mon skip d'upload, et du coup, je suis à peu près bon. Côté iOS, du coup, on est dans le même genre de cas que ce que je vous décrivais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on utilise le binaire deliver, on ne se pose pas trop de questions. Alors le force, il est assez marrant parce qu'en fait, on ne force pas grand-chose. C'est juste qu'on le force à réécrire des fichiers de métadonnées pour son rapport à Fastlane. Je ne sais pas trop pourquoi il s'appelle force, ce truc, mais si on le met à false, ça marche quand même. C'est juste qu'on génère des fichiers qui font un peu de bruit et qu'on va devoir committer après. Donc en fait, on met force pour ne pas générer de fichiers. C'est un peu... Enfin bref. Après, il y a toute la petite palanquée d'options qui est assez cool de pouvoir se dire qu'en fait, on ne submit pas tout de suite pour la review, qu'on veut faire du phased release ou des choses comme ça. On peut tout préciser de façon très fine, en fait, et donc on est capable... si on va un peu plus loin que notre job multibranche que nous on fait, d'avoir des jobs paramétrés où on pourrait choisir exactement qu'en fait on ne veut pas que ça soit réalisé avant telle date, ou que celui-là on veut le réaliser en automatique, etc. Ou alors on peut même faire sans des jobs paramétrés avec juste les numéros de version, des choses comme ça, si c'est mineur, etc. On est pas mal là. Ouais, attends, je continue. On va peut-être essayer d'aller un petit peu plus loin. Parce qu'on a essayé de vous cacher depuis le début, en fait, c'est que Fastlane, en fait, c'est un outil pour iOS. Parce que sur Android, on pouvait déjà faire quasiment tout. Donc on va quand même essayer de creuser un petit peu plus ce qu'on peut faire côté Android et surtout avec Fastlane. En fait, Fastlane, c'est un environnement, mais on peut recoder globalement tout ce qu'on veut. Donc ça va fonctionner par système de modules. Et en gros, en module assez utile, qu'on va pouvoir trouver sur le site de Fastlane qui référence pas mal de choses. Un petit module qui fait l'incrément de version code. En gros, ce que Cédric a déjà parlé de façon un peu magique. On peut aussi l'avoir côté Android. Donc c'est-à-dire que dans une tâche pas trop bête, genre celle qui fait la première release, le vers alpha, on lui dit qu'on incrémente son version code, qu'on fait un petit commit au passage. Et comme ça, à chaque fois que je clique sur mon Jenkins pour la mise en alpha, à chaque fois, le nouvel APK est généré correctement. Et en fait, je peux même appeler ma tâche 2 fois de suite, vu que la version de code sera incrémentée à chaque fois. J'aurai pas de souci d'upload. En module supplémentaire, donc je vais parler rapidement, il y a Crashlytics. En gros, il suffit juste de mettre ses clés privées dans la ligne qui va bien et on balance directement ce qu'on veut. Pour OKApp, c'est un module aussi. C'est un module qui a été créé par l'équipe de OK et du coup, il suffit de le brancher, de le configurer pareil avec son token et on peut avec une lane balancer sur OKApp. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment personnellement le plus, c'est le versionning de la fiche store. Donc avec un petit Fastlane supply init, il va faire ce qu'il ne fait pas sur la création de l'app, c'est qu'il va aller pomper tout le store et il va me le stocker en local dans une arbo plus ou moins complète. En fait, il va récupérer tous les textes de description dans toutes les langues et comme ça, je vais les avoir sur mon poste de dev et je vais pouvoir les modifier à loisir et les recommitter. Et du coup, vu qu'il gère les textes, il va aussi gérer les screenshots. Donc ça veut dire que je pourrais avoir dans mon outil de versionning tous mes screenshots. Donc sur un GitLab ou un GitHub maintenant, c'est assez intéressant de voir un diff entre deux images. On peut voir les
les modifs et facilement les mettre à jour. Ça, c'est quand même vachement sympa quand on travaille sur un petit projet où on n'a pas toute une grosse team de designers et du X et tout ce genre de choses. Vu que c'est à nous de gérer à la main de toute façon les textes et les images, elles sont versionnées, je check out mon projet, j'ai vraiment toutes les infos du projet. Et ça va même jusqu'au changelog qu'on oublie à chaque fois parce que de toute façon c'est le cinquième paragraphe dans l'interface d'update. Donc là, le seul petit truc, on va dire compliqué et où il faut anticiper un petit peu, c'est que sur les changelogs, le numéro qu'on voit sur le nom du fichier, ça correspond aux versions code qui est utilisée lors de l'upload. Donc ça veut dire qu'il faut avoir son version code, savoir lequel sera vraiment utilisé au moment de la release pour être sûr que le changelog associé soit visible sur le store au moment où les users pourront aller la voir. Et du coup, vu qu'on peut gérer notre fiche du store, et ben on peut même aller jusqu'à créer une lane qui va se contenter juste de mettre à jour le store sans toucher à l'APK. Et ben ça se fait uniquement en faisant je fais ma release mais sans uploader l'APK. Du coup, il va uploader les ressources qu'il y a à côté qu'on va avoir décidé. Côté iOS, en fait, on a tout pareil. Et en plus, on peut générer une page de boarding pour une app. Donc, par exemple, là, il y a des petits URL en haut qui se baladent. Et je crois qu'il y a une app iOS et une app Android sur laquelle vous pouvez vous préinscrire pour accéder à la bêta. C'est l'app du siècle, je pense, donc vous devriez le faire. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de système pour s'inscrire en open beta sur iOS. Donc, en gros, il y a un truc qui nous fournit tout seul. En gros, c'est un repo Git. On clique sur Deploy on Heroku et boum, c'est sur Heroku, fini, au revoir. Et du coup, on a accès à un outil qu'on peut donner à nos clients. On peut password protéger les apps disponibles. On peut choisir des suffixes de mail pour restreindre à certaines sociétés, par exemple. Donc c'est assez cool. Et un autre truc qui est assez cool, qui n'est pas mis dans le gris, mais qui revient sur Crashlytics, c'est OK. Si vous faites du développement iOS, vous savez qu'en gros, Apple, il recompile votre binaire quand vous le uploadez pour que, en fonction du device sur lequel ça va tourner, ça soit le plus léger possible. L'idée, c'est que du coup, quand on a un crash, parce que ça peut arriver, c'est un peu pénible d'avoir la stack trace. Et en fait, on est capable, avec Fastlane, d'aller chercher justement la désymbolication et pour pouvoir faire de la relecture de crash derrière avec Crashlytics, par exemple. Et ça, cet outil-là, il gère tout pour nous. Donc en fait, on n'a pas besoin d'aller télécharger sur iTunes Connect pour aller uploader de l'autre côté. On n'oublie rien et on ne se pose pas de questions, ça marche tout seul. Et vu que nos applis ne crashent pas, on n'a pas trop de problème, en fait. Je vais encore parler pour les gens qui font du dev iOS, j'espère qu'il y en a au moins un dans la salle, que ça soit un peu moins pénible. Il y a un truc qui, normalement, vous avez dû recevoir ça si vous faites du dev iOS. Quelques mails comme ça vous avez été révoqué. Vous vous êtes envoyé, en général, c'est vous qui vous êtes envoyé le mail de votre certificat est révoqué, sauf que vous n'avez rien fait. Mais souvent, c'est le mec qui est juste assis à côté de vous, qui a démarré le projet sur son device, et du coup, ça a fait un truc bizarre avec les certificats, mais on ne sait pas trop quoi. En général, quand on tombe là-dessus, on se dit non mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on a envie de jeter des choses. Quand on trouve le coupable, on veut lui jeter des choses. Puis après, on se rend compte que nous, on vient aussi de relivrer sur notre device, on vient de révoquer la clé. Donc en fait, voilà. Du coup, il y a un petit outil assez sympa qui s'appelle Fastlane Match, qui permet en fait de mettre toute cette logique de génération de certificats dans un repo Git. Donc ça met les certificats, les P12, tout ce qu'il faut pour ton certificat Apple. Bon, ça le chiffre avec OpenSSL avec une passphrase, histoire de dire quand même on va le chiffrer, on va pas faire n'importe quoi. Et derrière, en fait, ça va aller se connecter sur developerapple.com, ça va tout créer les certificats par rapport au package name, et ça va, en gros, pas faire n'importe quoi quand on n'a plus d'un développeur. Ce qui est plutôt assez cool. Le repo, vous pouvez le browser quand même. Là, c'est un screenshot de GitLab. Par contre, le contenu, vu que les clés elles sont chiffrées avec OpenSSL, vous n'irez pas plus loin que voir du bas64. Quoi. Mais voilà, sans la clé, vous n'allez pas pouvoir aller très loin. Le truc qui est cool, du coup, c'est que c'est centralisé. On n'a plus besoin de donner notre credentials ou de créer un compte iTunes Developer pour le stagiaire qui est là pendant un mois, par exemple, ou lui donner un droit d'écriture, pas forcément cool. On a juste besoin de lui donner accès au repo en lecture. Et c'est tout, on lui enlève à la fin du stage, et il ne pourra rien faire en gros, il ne pourra jamais relivrer votre app, il est verrouillé dehors. Et donc on peut même se permettre, c'est ce que nous on utilise, de restreindre l'accès lecture-écriture à la CI. Donc en fait nous on ne gère jamais les certificats à la main, c'est la CI qui le fait, et on se pose zéro question, et en fait ça marche tout seul, il n'y a rien à faire. Au pire, si on n'arrive pas à livrer pour un problème de certificat, on fait Fastlane Match Read Only, donc on est en mode on va juste consommer, et on est très content. Donc ça, cet outil-là, il est assez génial quand on a les douleurs du dev iOS et des process. Un autre truc assez cool, c'est qu'on est très pauvre côté iOS pour faire des screenshots.
Alors si vous avez déjà fait de dev iOS, que vous avez dû faire un screenshot pour un iPad 13 pouces, que vous avez un MacBook, un MacBook 13 pouces, bah, vous avez redimensionné le simulateur. Et du coup, vous avez enregistré la capture d'écran, puis après, vous allez dans iTunes Connect et vous avez uploadé la capture d'écran. Mais là, iTunes Connect, il vous dit, bah non, c'est pas la bonne résolution. Parce que le screenshot, il a la résolution du simulateur resizé. C'est un peu pénible, du coup, de faire des screenshots d'un truc qui dépasse de son écran. C'est pas génial. Donc l'idée de Snapshot, c'est de patcher les émulateurs pour permettre de faire ça. Et au passage, ça vous permet de changer la langue, d'avoir du coup tout un panel de screenshots que vous pouvez nommer. Et l'idée, c'est de passer par un petit bout de code qu'on weave dans les tests UI qui s'appelle snapshot, qu'on init avec fastlet snapshot init. Et après, on appelle snapshot avec la chaîne de caractères qui correspondra au nom de notre screenshot. Et on se retrouve avec une belle arborescence qu'on pourra en plus au passage avec Deliver directement uploader sur le store. Après, vous allez me dire que là, les screenshots ne sont pas forcément super beaux. On peut faire mieux. Parce qu'il y a un autre outil qui ressemble à Device Generator, un truc comme ça pour Android, où on peut mettre dans des devices les captures d'écran, c'est un peu plus joli. Et là, il y a Frameit qui permet de faire ça aussi. Et l'idée, c'est que nous, on est un petit studio, on a quelqu'un du marketing à temps partiel, et on n'est pas forcément super fort pour faire des trucs super jolis pour les stores. Par contre, c'est assez cool si on peut générer des mises en situation qui font un peu plus pro avec un device, etc. Et Frameit, il nous permet de faire exactement ça. On choisit le device frame, on choisit la couleur du device, l'orientation, et on peut lui mettre des petites taglines comme on peut voir sur la droite. On n'arrive pas vraiment à les lire, mais c'est pas très grave. L'idée, c'est juste qu'on décrit du JSON et ça nous génère ces fichiers-là. Et encore une fois, on balance tout sur le store avec un Fastlane Deliver, quoi. Donc c'est toujours la même idée, c'est que nous, on veut déployer en un clic et on essaie de tout faire pour, quoi. Donc globalement, Fastlane, comme j'ai dit, c'est la base et c'est très facilement extensible avec tout un tas de modules. Donc on l'a vu sur la partie version code, gestion du version et commit des changements. Il y a un plugin Slack qui doit être dans les trucs par défaut. Donc c'est toujours sympa d'avoir un petit message comme ça quand on est sur la route le vendredi soir en train de rentrer, on sait que la mise en prod s'est vraiment bien passée. Mais globalement, vous avez la possibilité de sûrement trouver une solution à votre problème. Et si vous ne le trouvez pas, il suffira de la coder en à peu près ce que vous voulez. Et ça devrait fonctionner. Si vous avez besoin d'exemples, il y en a. Sur le repo de Fastlane, il y a un répertoire exemples où il y a plein de trucs, donc genre des applications comme Wikipédia qui sont bien fournies sur la partie du Fastfile. Par contre, comme on l'a sous-entendu tout du long, c'est que dans ces exemples, ce sera des exemples surtout iOS, parce que Fastlane, c'est pas forcément très adopté côté Android, parce que le besoin n'est pas forcément là. Nous, on a vraiment le besoin parce qu'on a décidé d'uniformiser nos process entre les deux mondes, mais cette utilisation, elle n'est pas encore très répandue. Elle commence à s'améliorer sur beaucoup de choses, notamment sur le branchement du Play Store, mais ce n'est pas encore non plus totalement abouti. Enfin, pour terminer quand même, parce qu'au bout d'un moment, il faut terminer, je pense que vous devez tous avoir très faim maintenant, donc au bout d'un moment, il faut se dire qu'on va arrêter. On voulait au début vous faire la Trooper Dance, mais en fait, on n'est pas venu tous les 7, donc on ne pouvait pas la faire. Donc à 2, on ne pouvait vraiment pas la faire, ça serait ridicule. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'on fait pareil entre serveur et mobile. On arrive à avoir exactement la même façon de fonctionner. Ça veut dire qu'en fait, quand on release une app, ce qu'on a dû faire la semaine dernière pour une vraie release publique, etc., on se contente de cliquer sur les jobs de vas-y, par en prod, par en prod, par en prod. Hop, et nous, on part chez nous. Et ça, c'est quand même pas mal. Et il y a un truc qu'on a gagné, sur lequel on est passé très rapidement, c'est qu'en fait, même côté iOS, quand on lance les tests, ça nous génère des tests qui sont au format JUnit. Donc du coup, notre Jenkins, il nous interprète les rapports de tests de la même façon entre notre backend Java, notre appli Android et notre appli iOS. Donc on est vraiment capable de savoir ce qui se passe. On n'a pas des tests qui ne se jouent pas ou qu'on n'est pas capable de savoir qui ne marchent pas. Et enfin, on a, avec le multi-branch pipeline, en fait, c'est juste trop cool parce que nos applis mobiles, on fait des feature branch comme on fait côté backend. En fait, on ne se pose pas de questions. Ça lance les tests, ça marche tout seul. En fait, on a une chaîne de build qui nous permet de ne pas nous en occuper et c'est quand même assez confortable. Il y a quand même quelques écueils, hein, comme on disait. Déjà, il y a la partie Android, où là c'est un peu particulier. Il y a le fait qu'en fait, Fastlane est tout le temps mis à jour, parfois 4 ou 5 fois par jour. Il doit y avoir à peu près 800 releases depuis le début du projet, ce qui commence à faire pas mal. Il y a principalement un contributeur, donc le créateur. C'est son graphe de contribution derrière. Donc vous voyez qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de jours où il ne travaille pas. Ou alors c'est peut-être sur d'autres repos qu'il est en train de committer, mais
ça fait un peu peur, donc il ne faut pas qu'il lui arrive quelque chose, sinon le projet risque d'être moins périn. Même s'il y a pas mal de communautés autour, il est quand même, il est partout, quoi. Donc voilà. Merci de votre attention et n'oubliez pas d'aller télécharger les super apps. Questions? Pas de temps? S'il y a des questions, on les prend. Sinon, on les prend en mangeant aussi, si vous voulez. Ouais. Nous, on l'a utilisé parce qu'il y a un client qui nous l'a imposé. Après, à vrai dire, en fait, vu qu'on avait déjà notre ferme de device Android, on n'avait pas envie, on n'avait pas le besoin de se servir de leur système de build distant. Et après, en fait, on a l'habitude de faire notre intégration continue un peu nous-mêmes avec notre Jenkins, etc. Donc, en fait, on avait envie de le faire nous-mêmes, ce truc-là aussi, je pense. C'est un peu une volonté de monter en compétence et de voir comment on peut l'outiller. Donc, on l'a utilisé, mais bon, en gros, on n'a pas d'inimité avec, mais on n'a pas eu envie de continuer de l'utiliser. On l'a utilisé quand on nous l'a imposé, c'est tout. Il y a d'autres questions? La question, c'était concrètement combien de temps on a passé à le mettre en place. C'est difficile à chiffrer, mais je dirais qu'on a bien dû tâtonner pendant un bon mois et demi avant d'avoir un truc sur lequel on était confiant sur ce que ça faisait, quoi. Ouais, on va dire un équivalent temps plein, peut-être. En même temps qu'il y avait du dev, c'était pas juste sur cette tâche-là. On n'était pas dédié sur cette tâche-là, c'était vraiment pendant qu'il y a autre chose qui se passe, on essaie de regarder un peu sur comment améliorer ce point-là ou ce point-là. Donc on n'a pas cherché de toute façon à regarder le temps qu'on allait y passer. On savait qu'on voulait aboutir à un truc comme ça et on n'avait pas de notion de temps à intégrer sur cette partie-là. C'est terminé. Merci.